Les vieilles chansons qui tournent en rond. Les vieilles chansons qui tournent en rond. Ah, ces vieilles chansons qui tournent en rond, mais qui ne nous... c'est ça, puis qui ne nous empêchent pas de tourner en rond. C'est-à-dire que, qu'on avance en matière d'éducation populaire, puis de discussion à propos des enjeux qui nous sont chers quant au développement de notre région, de notre nation. Alors, bonjour à tous et à toutes en ce magnifique mercredi du 12 août, pour les intimes, le 12 août 2026. Avec vous, au micro, votre animateur préféré, un mercredi sur deux, de midi à 13h, qui est très heureux de reprendre la barre de l'émission de chansons et de réflexion. Évidemment, vous m'aurez reconnu, Étienne Alexis Boucher, directeur général de la Société nationale de l'Estrie et de droit collectif Québec, les deux organismes à but non lucratif qui produisent pour vous cette émission, leur permettant, parce que tu sais, à un moment donné, incarner sa mission, c'est pas toujours évident, puis avec une mission aussi globale que celle de faire rayonner la culture et l'histoire nationale du Québec, sa langue est belle, bien évidemment, de contribuer au développement global de la région et de la nation, de même que de favoriser le débat citoyen non partisan. À un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut aussi dire d'animer une émission radiophonique durant laquelle on discute avec des invités de marque des différents enjeux qui touchent notre région et notre nation. Et puis, pour les habitués, vous le savez, on le fait en fonction de l'actualité qui revient de manière presque annuelle avec les différentes journées mondiales, journées machin. Aujourd'hui, mercredi 12 août, c'est quand même difficile de ne pas parler de cette fameuse journée J'achète un livre québécois, une initiative qui existe désormais depuis 2014. Donc, on a dépassé la décennie et franchement, comme initiative, qui peut faire école, je pense que celle du 12 août J'achète un livre québécois pourrait, être une initiative étudiée à l'université et au cégep, tant elle a connu un succès immense et a un impact direct, non seulement pour les habitudes, entre guillemets, de consommation littéraire des Québécoises et des Québécois, mais aussi de manière sur la culture, sur la littérature québécoise. Ça a eu un impact immense. On aura le bonheur d'en discuter avec Monsieur Olivier Courtois, le nouveau directeur général du Salon du livre de l'Estrie. Juste pour revenir sur la journée du 12 août, à nouveau, elle reste un phénomène culturel d'exception. Elle est en croissance quasi constante et elle nourrit l'attachement et l'engagement des lecteurs et des lectrices pour la littérature d'ici. Cette journée est un mouvement annuel qui a lieu chaque été depuis 2014 et pour y participer, je vous invite à le faire chacun d'entre vous. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est de se rendre dans une librairie locale pour acheter un livre québécois, un ouvrage écrit par un auteur ou une autrice d'ici et ou publié par une maison d'édition québécoise. Je disais, on a le bonheur d'accueillir Monsieur Olivier Courtois du Salon du Livre. On trouvait ça quand même concept d'inviter le directeur général du Salon du Livre pour parler de cette journée annuelle qui s'inscrit sous le signe de la littérature. Pourquoi avoir invité le Salon du Livre? Parce que, notamment, sa mission, c'est de faire rayonner la culture, le livre sous toutes ses formes et les auteurs, les autrices de la région, comme du Québec, dans le cadre d'un événement culturel majeur en Estrie, grâce à l'énergie collective du milieu du livre. La vision de l'organisme est de créer un événement novateur et incontournable des milieux culturels et éducatifs de la région en évoluant avec les multiples formes de lecture. Cet événement se veut accueillant, inspirant et rassembleur pour
tous les publics. Et enfin, ben, il est évidemment difficile de prévoir comment et à quel rythme les changements dans l'industrie du livre influenceront l'avenir des salons du livre. Mais pour ce qui est du Salon du livre estrien, il s'y prépare et se donne les moyens de prendre les virages qui s'imposent. Et jusqu'à date, les résultats sont comme pas si pire pantoute. On va avoir l'occasion d'en discuter un peu plus loin dans l'entrevue, mais tout de suite, après une première introduction, une brève introduction, on va y aller avec une courte pause musicale. On essaie d'être concept à nouveau là pour les chansons choisies. Cette fois, vous entendrez une chanson tirée du répertoire de Madame Francine Raymond et cette chanson est intitulée « Y a les mots ». Y a les mots qui amusent et ceux qui abusent, les mots qui blessent comme autant de morsures, les mots qu'on pleure et crachent un venin dans le chagrin, ouais. Et ceux qu'on échange en poignées de main. Y a les mots qui nous lient sous le sceau du secret, et ceux qui déchirent et séparent à jamais. Les mots qui nous hantent pour un instant de folie, ouais. Ceux qui disparaissent dans l'oubli. Dans tous ces mots qui m'entourent et m'appellent, j'entends des enfants jouer
Alors, c'était Francine Raymond et la chanson Y'a les mots pour parler de cette journée nationale. J'achète un livre québécois. On a le bonheur d'accueillir un invité qui est originaire de Victoriaville, donc bon, pas tout à fait en Estrie, mais quand même pas trop loin. Et il y demeure désormais. Monsieur Olivier Courtois est acteur, animateur, gestionnaire de projets dans le milieu culturel depuis une dizaine d'années. Il vient tout juste de terminer un mandat de gestion de projet avec l'Association québécoise des salons du livre pour le développement du projet Limois. Un homme qui donc était bien au fait de la réalité des salons du livre. Ce projet-là, d'ailleurs, a été financé par le secrétariat à la jeunesse québécoise. Ses expériences, dont celle au sein du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, du Festival des arts de ruelle, du théâtre parmi nous et du liseur public, permettront une direction riche et inspirée. Très certainement. Monsieur Courtois, bonjour. Bonjour. C'est vraiment un bonheur de vous accueillir à cette émission. Merci beaucoup. D'ailleurs, je me permets, là, au nom des équipes de la Société nationale de droit collectif et de CFLX, de vous remercier chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci Étienne Alexis. C'est un honneur d'être ici. Je suis très heureux et j'espère que dans ma biographie, j'espère pouvoir apporter quelque chose d'intéressant au Salon du livre de l'Estrie. Je suis en poste depuis seulement 3 mois, mais je vais essayer d'inspirer mon équipe pour développer encore plus le Salon du livre de l'Estrie. Ça ne fait aucun doute, alors que on va en parler, là, c'est pas toujours évident. Le Salon du livre est une drôle de bébête et il faut pas juste être bon en matière de culture. Non. Étrangement, c'est un lieu très politique, en fait, parce que c'est un lieu de vente de livres. À la base. Ouais. À la base de tout, la plupart des salons du livre, quoique en Estrie, c'est peut-être un petit peu différent, là, la genèse de ça, mais à la base, c'est des maisons d'édition qui souhaitaient vendre des livres directement aux clients. Sans passer par les libraires. Et parce que, évidemment, au Québec, il y a la loi, justement, de vente par les librairies, autant pour les collectivités que pour les particuliers. Ouais. Un éditeur ne peut pas vendre directement à un lecteur. Il y a une loi au Québec qui demande qu'il faut que ça passe absolument par une librairie, sauf dans les salons du livre. Ah! Et là, c'est ça que ça devient un peu politique parce que les éditeurs veulent avoir le meilleur endroit dans un salon du livre, veulent faire le plus de ventes par rapport à l'année dernière. Ils sont toujours en train de regarder les chiffres parce que pour eux aussi, ça a une implication. Ils déplacent des auteurs, ils déplacent aussi du personnel et c'est une grande gestion. Puis moi, j'ai eu la chance de voir les 9 salons du livre, les 9 principaux salons du livre au Québec qui font partie de l'Association québécoise des salons du livre cette année. J'ai fait une grande tournée et j'ai vu donc tous ces personnes-là qui se déplacent. C'est comme un grand cirque qui se déplace de ville en ville, qui commence au Saguenay, après ça qui s'en viennent à Sherbrooke, après ça Rimouski, Montréal et après ça ainsi de suite. Il y en a 4 dans le fond à l'automne puis 5 au printemps qui font partie de l'association. C'est très impressionnant. C'est de la grosse business quand même. Puis après avoir fait la tournée, vous avez décidé de diriger le plus beau salon du livre que vous aviez vu. Hein? C'est ça. C'est ça. Surtout celui qui est dans ma région, que j'ai un attachement, que j'ai eu la chance d'animer, parce qu'on a des scènes aussi au salon du livre. Oui. J'ai eu la chance aussi d'animer des entrevues au salon du livre de l'Estrie dans les 2 dernières années. Donc j'étais quand même près de l'équipe. Puis on m'a un peu lancé au défi. On m'a dit t'es pas game de faire ça? Je fais non, je suis pas game. Puis finalement, j'y ai pensé, puis je dis je pense que toutes les compétences que j'ai acquises à gauche à droite pourraient entrer dans ce poste-là, puis je pourrais inspirer quelque chose d'intéressant pour le Salon du livre de l'Estrie. Ben, j'en suis convaincu. Comment dire, votre passion, votre intuition là, que l'on sent d'emblée là, en ce début d'entrevue, je pense... me porte à croire que ce sera le cas. D'ailleurs, Monsieur Courtois, vous m'avez devancé. Vous vous êtes mis à parler du Salon du livre. Oui. Extraordinaire. Est-ce que vous voulez compléter? C'est quoi cette bébite-là? Là? Ça existe depuis quand? Puis son rôle, puis vos projets. Puis là, vous avez dit que le Salon du livre de l'Estrie se distinguait à certains égards d'autres salons du livre. On veut tout savoir. On veut tout savoir. Fait que premier Salon du livre, ça s'appelait le Salon du livre de Sherbrooke, les premières années. 1979. Oh. En fait, il y a l'Association des auteurs de l'Estrie qui est née en 1977 en premier.
première chose, fête leurs 50 ans cette année, l'association. On va essayer de souligner aussi au sein même du Salon du Livre. Et un peu cette même gang-là, de ce que je compris à travers les branches, mais le Musée de l'Histoire va me donner des archives bientôt pour préparer le 50e. Mais tout ça, j'en ai parlé avec Daniel Roy, qui était un des cofondateurs, je crois, du Salon. 1979, premier Salon du Livre. Il y a un article de la Tribune qui m'a envoyé. C'était très intéressant. L'article du 22 octobre 1979. J'ai relevé quelques éléments que je voulais peut-être vous partager. 3000 à 4000 personnes qui avaient assisté au Salon du Livre de Sherbrooke. Okay. Plusieurs lancements de livres. Juste pour le fun, là, aujourd'hui, on parle de combien de monde? On atteint à peu près 17 000 personnes sur 4 jours. Là. Fait que on a une présence d'à peu près 5 000 personnes par jour là, qu'on touche avec les écoles et tout. Là. Donc, en 4 jours au centre de foire de Sherbrooke, il y a à peu près 17 000 personnes qui passent. Fait que ça a grandi, là. Ça a grandi, oui, c'est sûr. C'était un peu plus marginal parce qu'en 79, il y avait peu de présence dans les médias de la littérature. Qui est encore un problème actuellement. C'est difficile d'entendre parler des livres, c'est difficile de savoir quoi lire. Il y a certains médias qui en parlent un peu plus, mais c'est difficile de trouver sa place. Des fois, la section des arts et culture est des fois un peu noyée dans toute l'information. On avait aussi, en 79, un problème de publication. On avait de la difficulté, on pouvait écrire, mais on avait de la difficulté à publier. Il n'y avait pas beaucoup de maisons d'édition québécoises. Donc, ça aussi. Il y avait beaucoup dans les écoles, beaucoup de la littérature française. Donc les grandes traditions françaises, mais la littérature québécoise n'était pas au sein du corpus des écoles. Ça aussi, en ce moment, le gouvernement permet que de l'argent qui était réservé pour l'achat de livres peut être utilisé à d'autres façons dans les centres de services scolaires. On s'est soulevé un petit peu au printemps dernier, on s'est soulevé par rapport à ça, de garder quand même des montants pour ça. Ouais, puis tu sais, c'est le genre d'affaires qui paraît jamais sur le moment. Non, mais qu'il y a des impacts à long terme. Après 5 ans que tu rachètes pas de livres, puis après 10 ans, puis après 15 ans, là, tu sais, je veux dire, ta bibliothèque, elle est complètement dépassée. Exact. T'as pas été en mesure de faire vivre la culture d'aujourd'hui. Bon, tu sais, fait que c'est... Puis en 79, on parlait... on voulait rencontrer des auteurs, les auteurs et les lecteurs pour avoir des commentaires sur ce qu'on écrit. Fait que je trouvais ça intéressant de l'année 79, la création de ça, d'où ça part, c'était quoi un petit peu c'était quoi l'essence même du Salon du Livre de Sherbrooke, qui est devenu quelques années d'après, là, en 81, qui est devenu le Salon du Livre de l'Estrie, qu'on visait donc une plus régionale. Et l'organisme en soi que maintenant je dirige a eu son indépendance en 82. Parce qu'avant, c'était relié, l'association, tout ça était relié ensemble. Là. Je sais qu'il y avait le directeur, je pense, de la Tribune qui était impliqué là-dedans. Là, vous parlez de l'Association des auteurs. L'Association des auteurs, c'est eux qui étaient donc le promoteur du Salon du Livre de Sherbrooke. Okay. Et donc, il y a une entité qui s'est créée en 82. Donc, et finalement, à travers tout ça, il y a l'Association québécoise des Salons du Livre pour laquelle j'ai travaillé dans la dernière année, qui a démarré en 79, en même temps que le Salon du Livre de Sherbrooke. Donc, tout ça, c'est construit. Alors, en général, les Salons du Livre ont tous environ 50 éditions à leur affiche, sauf Rimouski et Saguenay qui sont à leur 60e. Oh. Et c'était le clergé qui était derrière le Salon du Livre de Rimouski et du Saguenay. Mais ça l'a inspiré finalement d'autres salons. On pense des fois que c'est les grands salons de Montréal et de Québec qui ont été des pionniers, mais faut remettre les choses en perspective. Rimouski était un des premiers et Saguenay aussi. Ah, donc, c'est super intéressant. Ouais, c'est une petite histoire, en fait, des Salons du Livre. Puis ce qui est très intéressant à travers tout ce que j'ai vu cette année aussi à travers les Salons du Livre, c'est que chaque communauté est très impliquée dans son salon. Ouais. Très fière de son salon. Quand je suis allé à Sept-Îles, le crabe où il venait d'arriver, c'est comme une période au mois d'avril que tout le monde attend. C'est le moment qui déclenche tout. En Abitibi... Mais là, il faut s'essuyer les mains là, pour lire le livre après avoir mangé du crabe. C'est ça. Ouais. Puis après ça, en Abitibi, le salon est itinérant. Il change de ville. Aux 5 ans, il revient là. Cette année, il était à Val-d'Or. OK. Puis l'année après, Amos, Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Ville-Marie et La Sarre. OK. Donc, ça, c'est très particulier. Ça change, mais c'est vraiment difficile côté gestion parce qu'il change de lieu. Puis c'est aux 5 ans, donc le personnel aussi, c'est complexe. Et nous, le Salon du Livre de l'Estrie, ça fait 15 ans qu'on est au centre de foire. Vous étiez où avant? Avant, je crois qu'il était sur le terrain du cégep de Sherbrooke, Expo. Il y avait comme un bâtiment de l'Expo. Ah oui, Expo-Cité. Expo-Cité, d'une palette. Oui, exact. Ouais. Il était plusieurs années là, puis les premières éditions sur les affiches, c'est marqué le manège militaire. OK. Mais nous, je sais pas c'était où exactement le manège militaire, ça existe encore? En tout cas, il y a comme... oui, je pense sur le coin là, près du marché de la gare. Là, il y a une...
un bâtiment. Ouais, qui peut il y a un accueillir. bâtiment. Mais nous, c'est Des ça, c'est fusiliers. d'avoir une capacité d'accueil de au moins 5000 personnes par jour, d'accueillir des autobus. Le centre de foire, même s'il est à l'extérieur du centre-ville de Sherbrooke, c'est l'endroit tout désigné. Là, on a un des plus beaux lieux d'accueil à travers les salons du livre. Là. Qu'est-ce qui nous distingue justement? D'avoir un lieu très accessible, facilement accessible pour tous nos fournisseurs, parce que nous, c'est des kiosques, il y a des palettes de livres qui arrivent. Puis d'arriver au centre-ville, par exemple, si on pense à d'autres lieux à Ça Sherbrooke, serait complexe. ça serait très complexe d'accueillir Ouais. tous ces gens-là. Puis même si c'est à côté du Costco et du Princess Auto, ben, c'est accessible. Il y a du stationnement, il y a de l'accessibilité pour les camions. Donc, ça nous distingue le lieu, mais il faut travailler un peu pour le rendre aussi, de rendre les couleurs, parce que ça se passe en octobre. Puis, je pense que c'est un de nos travaux de notre équipe, même si on est dans un lieu bétonné, mais de rendre ça aussi assez vivant, de mettre justement les couleurs, ce qui nous distingue en Estrie, toute la période des couleurs. Je pense qu'il faut que ça se ressente encore plus à l'intérieur du salon, puis que dans notre capacité d'accueil, on n'a pas de crabe, on n'a pas le crabe de cette île pour nous accueillir, mais il faut travailler un peu là-dessus pour nous rendre encore plus indispensable. Mais on est un lieu où on accueille plus de 200 maisons d'édition. C'est plus de 550 auteurs, autrices qui sont là pendant 4 jours. C'est beaucoup de gens, du personnel qui travaille ou des bénévoles. Là, on a 1000 personnes qui sont en mode action, qui sont soit en train de vendre des livres, soit en train d'accueillir les gens. C'est quand même une grosse machine qui roule depuis de nombreuses années. Puis évidemment, la pandémie a créé peut-être des petites craques dans toute la façon de faire, mais avec des initiatives comme le 12 août, ben ça nous rappelle l'importance des salons du livre, puis on le ressent aussi, puis les gens lisent de plus... Ben, en tout cas, j'ai l'impression, puis les études qu'on a eues cette année, j'ai eu la chance de voir quelques études, puis l'achat du livre est à un moment très important dans notre société. Oui. Les écoles se procurent beaucoup de livres. La littérature québécoise est mise de l'avant autant au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université. Autant en poésie, en théâtre, en roman, en livre graphique. Il y a vraiment, on a de tout. Même l'essai, nous, à Sherbrooke, c'est un peu qu'est-ce qui distingue le Salon du livre de l'Estrie. Là, on met beaucoup l'essai à l'honneur. On a une essayiste en résidence qui est là pendant le salon. On met de l'avant les essais. On essaie justement, on a toujours une thématique aussi. L'année dernière, c'était résister, la thématique. Cette année, avec dévoilé dans une semaine, ça va être une thématique mais aussi vous pourriez très la dévoiler intéressante. là, Non, pas encore. Mais Pas voyons, encore. Je peux pas. toi. Parce que tout s'attache. Là, la semaine là prochaine, là on va dévoiler le thème, on va dévoiler l'affiche, on va dévoiler le président d'honneur, la maison d'édition en l'honneur. Bon. Il y a toute quelque chose qui est attaché à ça. Je Donc, vous en veux pas. Ouais, voilà. Vous avez parlé tantôt que le salon en Estrie se distinguait de ses compères, de ses collègues des autres régions. Rapidement, bon, vous avez parlé de l'essai. Est-ce qu'il y a d'autres activités, d'autres portions de la programmation du Salon du Livre qui fait de ce salon vraiment un événement qui est unique, là, même au sein du monde des salons du livre? Ben, nous, on a la chance d'avoir de l'espace. Déjà, en partant, c'est quelque chose d'intéressant. Puis ça nous permet d'avoir 3 scènes. Donc, on a une programmation très riche. On a plus de 120 animations qui se passent sur scène. Que quand le festivalier rentre, voit les kiosques, mais il n'y a pas juste une scène dans un raccoin. Nous, on a 3 grosses scènes. Okay. On a aussi des lieux aussi pour faire de la création. On a beaucoup de collaborations. On a un lounge. Ça nous permet de créer des choses comme ça. Ça nous distingue. Aussi, on offre aux écoles la virée scolaire. Donc, on a des artistes qui vont dans les écoles. Les écoles peuvent réserver... Là, dans le cadre du Salon du Livre. Dans le cadre, dans le fond, là. Le mardi, le mercredi, avant l'ouverture du salon, c'est vraiment la virée scolaire. On a 7 artistes disponibles en ce moment. Il y a les réservations. Nesrine qui est avec moi en studio. C'est un de ses mandats, justement. Donc, les directions d'école, les enseignants peuvent réserver une présence d'un artiste qui va venir dans leur école. Et après ça, les écoles peuvent aussi venir le jeudi, vendredi au Salon du Livre. Mais ça nous distingue. De pouvoir aller dans les écoles, d'offrir comme une animation dans ces écoles de toute la région de l'Estrie. Ça, c'est un autre élément qui nous distingue aussi. Puis sinon, il y a toutes nos sorties, nos soirées hors les murs. Donc, le jeudi, vendredi, samedi, on organise 3 soirées hors les murs. Cette année, ils vont être tous à la petite boîte noire. C'est pour les gens de Sherbrooke. Mais c'est des activités un peu plus... comment je pourrais dire?
underground. Ouais. Des soirées de lecture. Ouais. Ben, on a littérature et autres niaiseries qui revient encore cette année, qui fait une édition pour le Salon du Livre le jeudi. Ok. Eux autres, ils ont l'habitude, ils font quelques événements. Je pense qu'ils font 3 ou 4 événements dans l'année. Mais ils en font un précisément pour le Salon du Livre de l'Estrie. Ça va être à la Petite Boîte Noire. C'est toujours un événement très attendu. Puis cette année aussi, il y a une nouveauté quand même. Il y a l'Université de Sherbrooke qui devient un grand partenaire aussi du Salon du Livre de l'Estrie. Fait qu'à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir annoncer un peu plus qu'est-ce qu'on va offrir en collaboration avec l'Université de Sherbrooke, qui étrangement n'était pas partenaire. OK. Puis, ils ont peut-être déjà été partenaires dans le passé, mais pour nous, c'était important d'avoir une collaboration avec l'université. On a des collaborations avec le cégep, avec plein de partenaires, mais... C'est une institution forte, là, Exactement. de la culture. Là, Exactement, ben, tu sais, la littérature fait partie aussi de plusieurs projets de l'Université de Sherbrooke. Donc, ça, on va être très heureux de le souligner. Puis, c'est vraiment ce qui nous rend unique aussi, c'est tous les partenariats qu'on a. On a peut-être une trentaine de partenaires, des partenaires communautaires, des partenaires culturels qui nous permettent de faire des choses différemment des autres salons du livre là aussi. Donc, c'est très ancré sur notre région, les besoins qu'on a ici. Puis, c'est un lieu, le Salon du livre de l'Estrie, c'est un lieu où on peut venir, on peut flâner, on peut rencontrer des auteurs. Les dédicaces, c'est souvent les rencontres avec les auteurs, c'est ça que les gens attendent le plus. Ouais. Mais on offre aussi de la programmation pour aussi ouvrir nos horizons, découvrir des choses qu'on ne s'attendait pas, puis de se faire prendre au jeu, puis après ça, ben, peut-être d'aller parler avec l'artiste dans le kiosque. Donc, c'est comme un porte-voix qu'on met de l'avant. Pour un directeur qui n'est pas là depuis très longtemps, vous maîtrisez bien votre matière, il n'en fait aucun doute, Monsieur Courtois. Là, je vais vous lancer un défi. Vous aimez ça, les défis? Là? Je vous lance le défi de répondre à la deuxième... Parce que là, j'avais 10 questions à vous poser. On est resté sur la première. On est resté sur la première, puis la moitié de l'émission est déjà passée. Là. Non, mais, donc là, je vous lance un défi en 3 minutes, Monsieur Courtois. Est-ce que vous accepteriez de nous parler davantage de cette fameuse journée du 12 août, puis de son impact sur... Bon, oui, le Salon du livre de l'Estrie, mais de manière générale sur le livre, la littérature québécoise. Oui, ben en 2014, je pense que vous l'avez nommé dans l'introduction, c'est une initiative de 2 artistes sur Instagram. Oh ouais, ça je savais pas. Oui, puis c'est ça qui est impressionnant. Ils auraient pu rester dans leur coin, mais ils souhaitaient avoir plus de représentativité de la littérature québécoise et ils ont décidé d'en faire une journée nationale. On sortait de 2012, qu'il y avait eu les grèves étudiantes, tout ça, puis en 2014, comme ils ont décidé en tout cas de mettre ça de l'avant. C'est devenu, finalement, tout le monde a récupéré ça, puis je pense que leur souhait, c'était justement que tout le monde puisse le récupérer. Ça le fait des petits. On est 14 ans plus tard. L'industrie a embarqué là-dedans. Et en librairie, c'est une de leurs plus grosses journées de vente. Ah, c'est Noël en nous, là. Absolument, absolument. Ils ont beaucoup de ventes en Noël, puis il y a beaucoup de ventes au 12 août. Et aussi, tous les éditeurs ont décidé de publier leurs livres un peu plus tôt. Habituellement, on avait une sortie littéraire qui était en septembre. Et maintenant, il y a des sorties qui se passent plus au début août. Justement, David Goudreau vient de sortir son dernier roman. Ça a un lien par rapport à ça. Et c'est donc un moment justement pour faire de la vente de livres, mais aussi les bibliothèques. Et donc, c'est un moment juste avant la rentrée. Peut-être que dans l'été, on a lu nos livres, tout ça. C'est un bon moment, c'est une belle période pour se replonger dans peut-être de nouveaux livres, des nouveautés. Fait que ça a eu un réel impact à plusieurs... Tu sais, l'industrie du livre, c'est vraiment une industrie avec plusieurs maillons. Ouais. Et ils ont vraiment réussi, mais c'est ça qui est incroyable. C'est pas un groupe en particulier, une maison d'édition qui a mis ça de l'avant. C'était 2 artistes. Gouvernement, alors qu'on est toujours en attente du gouvernement pour faire quoi que ce soit au Québec. C'est carrément l'effet papillon qui est arrivé cette fois-ci. Là. Une petite initiative sur les réseaux sociaux. Je me rappelle avoir vu ça sur les réseaux sociaux quand j'étais avec le projet du liseur public. Puis j'ai fait « ça va mourir l'année prochaine. » Puis là, de constater finalement tout ça, je trouve ça très impressionnant, en fait. Donc, c'est un mouvement citoyen qui a pris de l'ampleur et qui a été récupéré à travers la province et la fierté aussi. Et ça continue. Donc, puis je me rappelle même en 2020 qu'il y avait eu la pandémie, il y avait eu beaucoup de projets, puis qu'ils avaient réfléchi. Puis après ça, il y a eu, par exemple, en février, l'achat d'un billet québécois. Puis ça l'a inspiré d'autres initiatives aussi. Peut-être qu'à un moment donné, c'est trop, mais du moins, cette initiative-là a vraiment fait un coup de circuit, là.
Comme quoi, des citoyens peuvent changer les choses Absolument. sans nécessairement d'agir à l'intérieur de structures établies. Évidemment, moi, je pense que ça peut être aussi un moyen intéressant de le faire, mais c'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire pour améliorer notre monde. Alors, je salue ces deux citoyens qui ont eu cette idée il y a 14 ans. C'est vraiment une idée extraordinaire. Ben voilà, M. Croteau, on est déjà à la fin de l'émission. Non, seulement à la moitié de l'émission, mais et bien qu'on soyons une radio communautaire, on a quand même quelques petites publicités à passer. Profitez-en pour aller vous chercher un verre d'eau, mais je vous dis, vous n'avez que 90 secondes pour ensuite me voir revenir à la barre de cette émission de chansons et de réflexions qui, aujourd'hui, en ce mercredi 12 août, porte évidemment sur la journée du 12 août. Il est midi 29 minutes. Imagine une émission dans laquelle tu pourras ressentir toute une gamme d'émotions. Au menu, musique classique, instrumentale, populaire et même du hard rock, du punk et du métal. Viens avec nous pour un fantastique voyage dans les divers styles et le temps. Tous les dimanches de 20h à 22h, en écoutant Décibel Chansons, attends-toi à beaucoup de surprises et trouvailles musicales. Tes animateurs, Jean-Guy Bolduc Et David Lacharité n'attendent que toi. Alors, ton latte au lait d'avoine extra chaud mais pas brûlant avec 4 doses de caramel format petit, ça va prendre 10 minutes. Pas de stress, je m'amuse sur Play Ojo. Et le plaisir continue avec des machines à sous et des jeux de casino gratuits, y compris des favoris comme Big Bass Bonanza et Wolf Gold. Voilà, ton latte au lait d'avoine extra chaud mais pas brûlant. Merci, la pause jeu est terminée. Délicieux. Sentir le plaisir, Play Ojo. Ouvert aux personnes de 18 ans et plus. Il ne s'agit pas d'un site de jeu d'argent. Jouez de façon responsable. Le rock progressif, c'est de la musique pas pire pantoute. C'est pourquoi Chris Brown vous invite à une session d'écoute chaque mercredi soir de 19h à 22h. Vous pouvez nous retrouver à l'antenne de CFLX 95.5 Estrie et sur le site de cflx.qc.ca pour l'émission OK Boomer. Comme pour les albums de Tintin, tous les auditeurs de 9 à 99 ans sont les bienvenus. C'est un rendez-vous, maintenant, les mercredis à 19h. Pas si pire pantoute. CFLX 95.5 FM. Oh ouais, on est déjà de retour. Hey, même moi, je me fais surprendre par la courte durée de nos publicités. On avait le bonheur, Olivier et moi, là, d'échanger de manière informelle là, à propos là, de cette entrevue. Olivier Courtois, je rappelle que vous êtes le nouveau directeur général du Salon du Livre de l'Estrie. Vous avez accepté notre invitation pour parler de cette fameuse journée « J'achète un livre québécois » qui a connu un immense succès là, depuis sa première édition en 2014. Selon vous, M. Courtois, en quoi la littérature et la culture au sens large d'une nation contribuent à son développement? De manière générale. Tu sais, puis quand on parle de développement économique, social, culturel et politique et autres, et particulièrement pour le Québec, dont le territoire est occupé par ce qu'on appelle une petite nation, hein, on peut dire ça, pour référence, en faisant référence au livre là, c'est pas Kundera, mais en tout cas quelqu'un qui a écrit un livre sur les petites nations, dont évidemment la pérennité socio-culturelle reste à assurer. C'est quoi l'impact de la littérature et de la culture sur une nation? Je pense que c'est un impact à long terme. C'est pas de l'impact à court terme parce que c'est long avant qu'il y ait une masse de gens qui lisent le même livre en tant que tel. C'est sûr quand on parle d'impact social, étrangement, les politiciens publient souvent, soit un mémoire, soit un roman ou peu importe. Vos lectures de l'été. Ben, tu sais, c'est ça. Des fois, il y a des auteurs qui aiment ça, puis d'autres moins. Exact. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je trouve ça difficile des fois de calculer l'impact d'un livre qu'il peut avoir. Mais tu sais, on pense des fois à des livres comme Michel Jean avec Coucoum, qui voyage à travers le monde. Puis les gens le lisent à des périodes différentes de leur vie, puis ça nous apporte beaucoup d'informations sur l'histoire, ça remet les choses en perspective. Mais personnellement, moi, c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me relaxe. C'est beau aussi de voir tout le développement auprès des enfants, ce qu'un livre peut apporter aussi, qui peut devenir finalement qui peut devenir un ami, qui nous permet d'avoir des apprentissages. Puis des fois, on lève le nez sur certains albums jeunesse, mais il faut pas. C'est des outils formidables
de comprendre ses émotions. C'est différent de, par exemple, la télévision ou même la radio, qu'on se fait dire des choses, il y a une interprétation, il y a une voix derrière ça, il y a quelqu'un qui nous transmet un message. Mais le livre, qu'est-ce qui est beau aussi, c'est qu'on peut avoir sa propre interprétation. On peut prendre le temps de s'asseoir, de lire et de comprendre des choses. Puis, je pense que... c'est pas pour rien que un film qui reprend un livre est toujours moins bon lorsqu'on a lu le dit livre, parce que quand on lit, évidemment, on s'imagine le personnage, tu sais, je veux dire, puis là, ben, évidemment, notre imagination va toujours beaucoup plus loin qu'on peut le faire avec, entre guillemets, dans un vrai film, tu sais. Alors, nécessairement, c'est plus créatif, plus imaginatif lorsqu'on le lit plutôt que simplement regarder quelque chose de manière passive à la télévision. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que la lecture, c'est quelque chose qui est... C'est récent quand même. T'sais, on a l'impression qu'on lit depuis toujours. Mais tu sais, la lecture était réservée pour la haute bourgeoisie. Oui, lecture, l'écriture. Le français a été compliqué justement pour s'assurer que les moins bien nantis n'y auraient pas accès. D'avoir des livres dans les maisons, d'avoir des bibliothèques publiques, c'est récent, les bibliothèques publiques aussi. Là. Moi, je suis chanceux parce qu'à Victoriaville, je pense qu'elle a été construite dans les années 90, puis je me rappelle d'être allé à la bibliothèque, puis c'est devenu j'appelle ça le troisième lieu, là, en fait. Là. Ouais. Les bibliothèques ont cette vocation-là. C'est un concept un peu étrange. Les bibliothèques, tout est gratuit. Entrée, tout est gratuit. C'est très étrange. C'est complètement à l'inverse du capitalisme. Là, oui. Et mais de rendre le livre gratuit. accessible. Il y a des payeurs et des payeuses de taxes derrière. Exact. Mais tu sais, on n'a pas. Ces bibliothèques. Mais on n'est pas dans un club vidéo qu'on doit emprunter en payant quelque chose, donc de rendre ça accessible. Puis c'est ça, je veux dire, c'est un petit peu un concept assez récent de pouvoir lire, de pouvoir apprendre par soi-même. Des fois, on prend ça pour acquis, mais c'est quelque chose que même mes grands-parents vivaient pas dans les années 30, 40. Là. Ils s'assoyaient pas autour d'un livre pour lire, puis apprendre des choses, puis la vie était trop difficile pour ça. T'sais. Puis même encore aujourd'hui, lorsqu'on constate les taux d'analphabétisation fonctionnelle, là, là, on parle presque de la moitié de la population, au fond, qui est capable de lire, mais juste comme pour lire le titre du produit qu'il achète. Là, exact. Puis je me rappelle en pandémie, quelqu'un qui avait besoin d'avoir un vaccin pour la COVID, il y avait un formulaire à remplir, puis ça fait peur aux gens. Puis il n'y arrive pas, parce qu'il n'arrive pas à décoder les choses et à avoir son interprétation, puis de la compréhension de la lecture. Fait que, bon, tout ça pour ramener à la petite nation, peu importe, je pense que il va y avoir toujours des auteurs, des autrices qui vont avoir des choses à dire. Puis je pense que le livre, autant c'est inoffensif, fermé, mais dès qu'on l'ouvre, ça peut devenir très, très, très grand. Il peut se passer des choses incroyables en lisant. Ben c'est l'univers à portée de main. fermé sur une tablette. Ouais. C'est inoffensif, c'est quelque chose d'inactif. Il n'y a personne qui va te le mettre dans l'oreille, il n'y a personne qui va te lire directement. Donc, je pense que c'est important de mettre de l'avant ces auteurs, ces autrices-là, les prises de parole, puis je pense que ça nous définit. À travers les livres, on peut se permettre de se définir, puis c'est le fun de pas être obligé d'être publié en France, mais d'avoir des maisons d'édition qui ont aussi le courage d'avoir... leur idée, les choses qu'ils veulent mettre de l'avant. On n'est pas à la solde de ce que, je sais pas, là, une grande maison d'édition en France souhaite mettre de l'avant. Régent de Charme a été publié en France. Oui. Mais c'est le fun d'avoir aussi des éditeurs québécois Bien sûr. qui arrivent à mettre de l'avant les voix d'ici de notre nation. Tout à fait. Et je peux faire un parallèle, si non, vous permettez, juste avec les nations autochtones aussi, avec leur importance. Je pense à Joséphine Bacon. C'est des très petites nations, puis on doit les soutenir, on doit les encourager, puis c'est très intéressant parce que leur vision est souvent très différente de notre nation. Tout à fait. Puis faut tendre la main. Nous, justement, on a l'espace Joli Autochtone, un espace découverte qui va être au salon, qui est là depuis quelques années. Puis donc, on souhaite leur faire une place aussi. C'est très, très important là, pour le Salon du Livre de l'Estrie. Puis est-ce que vous remarquez un intérêt de la part du public envers... Oui, puis il y a une professionnalisation, il y a une façon de faire aussi qui s'installe à leur façon aussi, à travers différents artistes de différentes nations. Puis il y a un fort intérêt, vraiment. Ben, autant des personnes comme Michel Jean qui a amené finalement des histoires incroyables, mais ça nous crée une certaine curiosité. Puis il y a vraiment beaucoup, il y a une soif là, pour découvrir des artistes de différentes nations autochtones. OK, très intéressant.
je suis curieux, un peu comme la radio, puis on en parlait là, de manière informelle dans le cadre de l'entrevue. Tu sais, le livre en tant que tel, à titre de support à un contenu, finalement, quelconque, fait fréquemment l'objet d'annonces funèbres. Suite à l'apparition de nouvelles technologies, on pense aux liseuses, par exemple, les liseuses numériques qu'utilise ma blonde, mais bon, après ça, elle lit aussi des livres. Grosse nouvelle, le livre est encore là. Le Salon du livre, d'ailleurs, aussi, de l'Estrie est encore là. Monsieur Courtois, comment elle se porte, l'industrie du livre québécois, notamment face à la concurrence de géants comme Amazon? T'sais, est-ce que les avantages concurrentiels que possède le livre, comme objet qu'on peut tenir dans nos mains, qu'on peut sentir les pages, qu'on peut tourner, qu'on peut, en guillemets, casser par rapport à une liseuse, est-ce que ces avantages-là lui permettent d'être toujours pertinent, voire même qui vont lui permettre d'être toujours pertinent dans les décennies à venir? Je pense que oui. Tu sais, autant le livre audio que le livre en support numérique, je pense qu'il a sa place. Le livre papier va toujours nous surprendre. Je sais pas pourquoi. Il y a peut-être que c'est le papier, c'est du bois. Il y a quelque chose de rassurant d'avoir le livre papier. Mais ça reste que c'est un support. Oui. Tu sais, il y a la voix des gens, les mots qui décident d'écrire. Ça peut être diffusé de différentes façons. Puis le papier, je pense que c'est une question d'habitude. Hein? Tu sais, à l'école, on a le papier. Dès la tendre enfance, on a des albums, on a du papier, on a les livres. Donc je pense que la lecture, c'est pas inné, c'est acquis. Puis on l'acquiert à travers, justement, quand on est jeune. Puis il y a un attachement émotif par rapport au papier. Il y a une sensibilité, même dans notre affiche qu'on va dévoiler la semaine prochaine. On est allé vers le papier déchiré, vers une œuvre. En fait, c'est une œuvre papier qu'on a numérisée par après. On n'a pas fait de... on dirait que le papier permet d'avoir une profondeur, permet d'avoir quelque chose. Puis après, tous les supports sont intéressants, puis c'est aux maisons d'édition après de réinventer toute la roue, tout ça, ça leur appartient. Mais je pense que le livre papier va être là pour rester. Moi, ça m'attriste souvent quand je vois un journal qui délaisse le papier. Ouais. Moi, ça me fait mal, ça, généralement. Ouais, on aime se cacher avec notre tasse de café le matin. Je perds la sensibilité, il y a quelque chose que je perds, que je peux lire sur Internet des choses, mais ça n'a pas le même impact sur mon cerveau quand je lis papier. Je me rappelle beaucoup plus de certaines choses que j'ai lues papier que des choses que j'ai lues dans le numérique. Je sais pas. Je pense que le livre papier va être là encore très longtemps. C'est une grande question. J'ai pas une... On se le souhaite. On se le souhaite, puis je pense que ça va rester. Il va rester. Ça reste un support. Je pense que s'il y avait eu à disparaître, un peu comme la radio, ce serait déjà fait. Puis... Ouais. Puis malgré qu'on en a brûlé des centaines de milliers de livres, il en reste quand même, tu sais. Malgré tout. Ouais, puis de manière très surprenante et un peu dommageable, on voit que des autodafés sont de retour à la mode. Hein? L'interdiction de certains livres pour toutes sortes à mes yeux, mauvaises raisons. Mais ça, c'est une autre histoire. Tranquillement, pas vite, on va donner un petit break aux neurones de nos auditeurs et auditrices, là, qu'ils et elles puissent se reposer. En allant en pause musicale, cette fois avec le groupe Caïn et sa chanson « Parle-moi de toi ». Rions-en ben gentiment, rions un coup pour rien, sans faire de mal à personne. Je sais que Québec c'est pas Amsterdam, c'est plate mais c'est comme ça, c'est pas moi qui fais la loi. On s'en fout, respirons la nuit. Comment ça va ta vie? Ta job pis ta petite famille. Moi je suis devenu ce que j'ai voulu. Chante ma vision de l'affaire. Pour ce qui est de l'argent, pas de commentaires. Mais parle-moi pas des femmes. Non, c'est le plus grand mystère. Dieu a mis sa terre. Je les aime mais je sais pas comment faire. Puis parle-moi pas d'amour. De tout ce que tu veux, de n'importe quoi, mais pas d'amour. Je te jure que je saurais pas quoi te dire.
quoi dire, j'ai mal à suivre. Je pensais que t'étais heureux, même que ça me donne le goût de rire. Oh, c'est vrai, moi j'étais envieux. Toi t'as pas de petite famille, t'es libre comme l'air, t'es chanceux. Encore hier je me trouvais vieux. Prie pas mais regarde-moi là, à tous les jours je cours après le temps. Mes enfants ils sont tripants, ils courent partout, ils touchent à tout. Si tu savais ce qu'ils me font en dedans. Mais parle-moi pas des femmes, non c'est le plus grand mystère. Dieu a mis sa terre, je les aime mais pas de la bonne manière. Mais parle-moi pas d'amour, de tout ce que tu veux, de n'importe quoi, mais pas d'amour. Je te jure que je saurais pas quoi te dire. Non c'est vrai, je saurais pas quoi te dire. Parle-moi pas des femmes, non c'est le plus grand mystère. Dieu a mis sa terre, je les aime mais pas de la bonne manière. Mais parle-moi pas d'amour, de tout ce que tu veux, de n'importe quoi, mais pas d'amour. Je te jure que je saurais pas quoi te dire. Non c'est vrai, je saurais pas quoi te dire. Je te jure que je saurais pas quoi te dire. Non c'est vrai, je saurais pas quoi te dire. Ces chers Caïns dont on s'ennuie, heureusement, on peut toujours les écouter et les réécouter. Monsieur Courtois, Olivier, directeur général du Salon du Livre, on a conclu, là, dans le fond, juste avant la pause musicale, là, je vous questionnais à savoir si le livre était un soutien, le livre papier, dont on annonce souvent la mort, là, avait un bel avenir. Bon, on peut pas le garantir, bien évidemment, parce qu'on parle de l'avenir, mais quand même, vous pensez que oui. Puis là, évidemment, vous avez comme touché la question des liseuses, des livres audio. C'est quoi les avantages de ces technologies-là vis-à-vis du livre traditionnel? Tu sais, qu'est-ce qui, selon vous, fait en sorte que les lecteurs, les lectrices vont être davantage, vont vouloir consommer autrement que par le seul livre papier, mais aussi la liseuse ou encore le livre audio versus le livre traditionnel? Ben, tu sais, c'est sûr qu'ici, on est à Sherbrooke. On a la chance d'avoir plusieurs bibliothèques, beaucoup de librairies. La liseuse permet à quelqu'un qui est à Havre-Saint-Pierre d'avoir accès à de la littérature avec la liseuse. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, la c'est-à-dire qu'il se branche. Ben, par exemple, là, il peut acheter ses livres directement. Il peut les louer, mais avec la BANQ. Toute personne au Québec peut avoir un accès à la BANQ avec le prêt numérique. Je trouve ça incroyable, ça, d'être au fin fond de l'Abitibi, d'avoir une liseuse, ou de partir en voyage, d'avoir sa liseuse, d'avoir plusieurs livres, parce que partir en voyage avec plusieurs livres, c'est pesant dans une valise. Donc, je pense que par rapport à la liseuse, c'est ça. Je pense pas que ça amène nécessairement plus de lecteurs. Je pense que c'est déjà des lecteurs avisés qui ont déjà un intérêt pour la lecture vers ça. Mais le livre audio, moi, je trouve que c'est très intéressant. Parce que le livre audio amène un nouveau public. Ouais. Permet, un public qui lirait pas nécessairement un roman de 600 pages. Là, non, exact. Puis tu sais, dans les livres audio, il y a différents types de livres audio. Il y a les livres audio pour les personnes malvoyantes, donc qui permet d'avoir une narration très neutre pour lire le livre. Mais on a aussi des livres audio qui deviennent quasiment des productions radiophoniques aussi.
Il y a des bandes dessinées, je pense au Petit Astronaute de Jean-Paul Hyde, qui est sur une application qui est incroyable. Là. C'est comme une nouvelle production. Fait qu'il y a quand même des choses différentes. T'sais, soit ça devient un support intéressant pour les gens qui ont la difficulté à lire, soit ça devient finalement quelque chose d'intéressant pour lire un livre pendant qu'on fait du sport, pendant qu'on est dans la voiture aussi. Avec mes enfants, j'ai la chance des fois on prend un livre audio qui dure environ 30 minutes, puis c'est super intéressant parce que là, ils ont accès à une histoire. Donc, le livre audio, je pense, ça apporte de nouveaux publics, alors que la liseuse, c'est plus pour des gens plus avertis. Là, de mon interprétation, là. Je suis pas un grand fan de liseuse, mais des fois, j'en ai besoin. Fait que je l'utilise quelques fois aussi. C'est une belle distinction entre ces deux technologies. Je l'avais jamais vu comme ça, là, la capacité parce que, du livre audio d'attirer davantage de nouveaux lecteurs et lectrices par rapport à la liseuse. C'est pas nouveau, hein. Le CD ou la cassette, on écoutait des histoires en mode cassette ou en mode CD. Chabicoin à la ferme. Exactement. Puis là, on a juste utilisé un support différent, numérique, qu'on peut mettre dans la voiture et tout simplement. Puis je pense que ça apporte vraiment des nouveaux... ça fidélise des lecteurs, ça permet d'avoir des expériences positives autour du livre, puis que ça soit pas juste un papier qu'on doit vraiment se forcer pendant 300 pages à lire. Donc, je pense que ça amène du nouveau. Ça, voilà. Je vois une distinction entre les deux. C'est une belle... comment dire... c'est quelque chose à laquelle j'avais pas pensé. Merci beaucoup. Là, je peux quand même pas conclure cette émission là qui s'en va là, il reste à peine 10 minutes, sans parler de l'éléphant éléphantesque, le mammouth ressuscité. Je parle évidemment de l'intelligence artificielle. Si le concept de l'intelligence artificielle est apparu dans nos vies il y a de cela plusieurs années, force est de constater que son développement va s'accélérant, là, de plus en plus. C'est exponentiel. Exactement. Ouais. Et de nombreux spécialistes de cette technologie appellent désormais à mieux la contrôler, mieux la baliser, mieux baliser son utilisation afin que cette technologie améliore notre sort et non pas le dégrade, alors que les craintes vont grandissantes. Pour les auteurs et les autrices, évidemment, c'est un enjeu fondamental, là, non seulement en termes de protection de leurs droits, comme des auteurs et d'autrices, mais aussi la protection de leur pertinence comme citoyens qui contribuent d'une manière très particulière à la société. Face à une technologie qui est de plus en plus omniprésente, omnisciente, performante, comment un humain peut compétitionner l'intelligence artificielle dans la production de contenu littéraire? Est-ce que l'avenir de la création littéraire, c'est quoi notre avenir si l'intelligence artificielle est en mesure de pondre en quelques secondes un roman de centaines de pages ce qui serait bien entendu impensable pour un être humain? Ce qu'on fait avec ça, l'intelligence artificielle puis des livres? Ben, la première réponse, ça va prendre des lois. Ça va prendre des balises très claires. Parce qu'on le voit déjà, là, il me semble que j'ai lu un article là, pas très longtemps là, sur un collectif d'auteurs brimés. En ce moment, on a beaucoup d'accompagnement avec le regroupement Art Humain, en fait. C'est un regroupement d'artistes, principalement illustrateurs, là, qui ont créé ça, puis qui ont fait justement quelques manifestations ici là, pour lever le voile sur cette chose-là. Le drapeau jaune. Là, exact. Et après, ça sera justement au gouvernement de mettre des choses en place. Je pense qu'il faut vraiment qu'il le fasse très rapidement parce que on est déjà en retard sur tout ça. Ça reste une technologie formidable que j'utilise, mais après, il faut vraiment se mettre des balises. Il faut se créer des politiques d'utilisation. Moi, en tant qu'artiste, où je trouve qu'il y a un problème, c'est ces intelligences artificielles génératives ils ont été créées par des entreprises privées et leur but, c'est de faire de l'argent. Mm-hmm. Ils se sont permis d'aller chercher des données, d'aller chercher des textes, d'aller chercher des images qui sont protégées par le droit d'auteur sans demander la permission. Ça a été fait de façon très cavalière. Ils ont été chercher tout ce qu'ils veulent. Si vous transférez un fichier dans WeTransfer, dans la version gratuite, votre fichier peut être utilisé par les données pour alimenter la grande bête, sans qu'on le sache. On fait juste cocher, puis notre document qu'on a publié là, pouf, ça s'en va dans tout ça. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est que ces entreprises-là contournent les lois, par exemple du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle. Et après ça, il y a certaines personnes malveillantes qui contournent les lois en générant du contenu et qui vont vendre ce contenu-là avec la propriété intellectuelle et le droit d'auteur de quelqu'un d'autre. Censé être protégé.
censés être protégés. La façon de faire de l'intelligence artificielle générative, c'est qu'ils prennent finalement 10 livres puis ils en font un. T'sais, on peut voir ça de façon très... c'est même plus que résumé. 10. Là. Ouais, mais c'est là le problème, en fait. C'est tout... T'sais, dans l'utilisation quotidienne, il y a des outils formidables, ça permet de faire des choses vraiment intéressantes. Mais là où on a vraiment un problème, c'est quand ça génère du texte et que ça génère des images et que la personne, après ça, vend ces images-là ou vend ce texte-là. Puis étrangement, il y a des maisons d'édition qui se mettent des... il existe aussi certains outils pour détecter du texte généré par l'intelligence artificielle générative. Ils se protègent beaucoup par rapport au texte, mais après ça, ça leur dérange pas d'utiliser l'intelligence artificielle générative pour générer les couvertures de livres. Mm-hmm. Fait que d'un côté, ils paraissent ça, c'est bien. Pas grave, c'est ça, c'est pas grave. Ouais, on va s'éviter de payer quelqu'un. Ouais. On va faire un prompt, on va lui permettre de créer une couverture, mais créer une image puis la vendre après, ça respecte pas les lois du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle. Donc, est-ce qu'on vous en parle? On en parle dans le milieu oui, par exemple, des maisons d'édition puis des. C'est un sujet semi-tabou, je dirais. Okay. Le monde ne dit pas qu'il l'utilise, mais on le voit rapidement que c'est utilisé. Ouais. Il y a des façons de faire qu'on peut le remarquer. Puis, tu sais, même moi, là, qui vois des affiches faites par un événement, par l'intelligence artificielle, souvent, cette affiche-là, je la regarde même pas. Ouais. On dirait que ça devient une grande poutine. L'intelligence artificielle, en ce moment, a très peur du vide. Utilise toujours un peu les mêmes polices de caractère, toujours le même style. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de... Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Des fois, c'est subtil, mais souvent, quand c'est trop évident, tu fais comme, bon, on va passer à d'autres choses. Je ne regarderai même pas les formations. Donc, voilà, c'est des grandes questions. Il va falloir légiférer, on n'aura pas le choix. Puis la SEDEC, en ce moment, a reçu justement des mémoires pour faire leurs recommandations. Puis ultimement, peut-être qu'est-ce qui va arriver, c'est que certaines personnes, organismes, certains événements, entreprises vont... leur financement va être coupé parce que, par exemple, est-ce qu'un organisme va demander d'avoir une politique de l'IAG, donc une politique comme une politique anti-harcèlement ou une politique d'éco-responsabilité. Ouais. On nous demande ça quand on fait une demande de subvention, mais là, je pense que très bientôt, ça va être la politique IAG qui va s'ajouter à ça. G pour... générative. Okay. Intelligence artificielle générative. Okay. Parce qu'il y a l'intelligence artificielle, mais nous, on parle beaucoup d'intelligence artificielle générative, donc oui. qui génère du texte, qui génère des images. Mais au bureau, on peut l'utiliser de façon très efficace. Ça peut être très, très, très efficace. Bien sûr. Automatiser des choses très efficacement. Mais quand on contourne des lois, c'est là que j'ai de la misère. Monsieur Courtois, un dernier défi avant de conclure cette émission en 2 minutes, parce que là, c'est ça. Là, il était 56, 57, puis il faut arrêter à 58 et demi. Pourquoi les gens ont intérêt à se déplacer à votre prochaine édition du Salon du Livre? Là, j'aurais aimé vous tirer les verres du nez pour votre thématique et tout ça, oui, mais mettons là que vous pouvez pas vendre votre salon par là, autrement, là, pourquoi les gens se déplaceraient chez vous pour aller vous voir? On est la plus grosse librairie éphémère. Bon. On l'a dit en introduction, 200 maisons d'édition, 550 auteurs environ. C'est des rencontres personnelles. On a rarement la chance de parler aux auteurs. Ouais. Ils sont là, ils font le pied de grue, ils sont à leur table. Oser leur demander, leur poser des questions, leur demander c'est quoi leur livre. Puis souvent, quand on va avoir des recommandations, c'est vraiment le bouche à oreille qui fonctionne le mieux. Donc là, c'est les meilleures personnes, les mieux placées. Et c'est la meilleure rencontre. Donc, on a aussi les programmations sur la scène. Mais avant tout, c'est vraiment être là pour faire des découvertes. Et en plus, c'est le meilleur moment pour commencer les cadeaux de Noël. Ah ouais. Est-ce que oui, vous êtes prêts? Non, mais tu sais, ça commence, c'est le 15 octobre. C'est un bon moment pour commencer des cadeaux de Noël. Clair. Quoi de plus beau comme cadeau de Noël ou cadeau de fête qu'offrir un livre? Moi, je trouve ça formidable d'offrir un livre. Pour un collectionneur, mais cette fois de bande dessinée, là, j'ai ma branche, c'est un livre. Bon, ma mère est un peu tannée de m'offrir ce type de livre-là à Noël, mais c'est quand même ça que j'ai demandé année après année parce que je veux la voir grandir, cette bibliothèque. Ouais. Donc, c'est un beau lieu donc pour faire des rencontres aussi, puis pour flâner. C'est un bel espace pour flâner. Eh bien, chers citoyens et citoyennes, vous voilà avertis, des gens avertis en Val-2. Est-ce que vous accepteriez de nous donner les dates? Oui, 15 au 18 octobre. Donc, tout de suite après l'Action de grâce. C'est la semaine de Donc, la semaine grâce. suivant l'Action de grâce. Exact. C'est une belle façon On est toujours là. C'est toujours là, à cette période-là.
c'est un bel élément dans le temps là, pour fixer votre salon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci à vous de m'avoir invité. C'est très gentil. C'est tout à fait normal, en espérant, chers auditrices et auditeurs, que vous en aurez appris davantage sur le livre, sur son histoire, sur l'histoire du Salon du Livre, en espérant que cela vous ayez convaincu d'y aller... pourquoi pas les 4 jours? Parce pourquoi que pas? manifestement, on a un passeport 4 jours qui va être en vente à partir de la semaine prochaine. Là. Puis il y a 200 exposants, le nombre de minutes par exposant... Ça revient à 17$ pour un passeport 4 jours. 17$ pour avoir 100 cuques animations, 500 auteurs. C'est quand même raisonnable. Extraordinaire comme produit culturel. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous, évidemment, d'avoir été à l'écoute de cette émission en espérant qu'elle vous ait diverti. Notre prochaine émission aura lieu, évidemment, dans 2 semaines et elle sera réalisée, cette émission, en compagnie d'une ou d'un représentant du COGESAF, soit le Conseil de gestion des bassins versants de la rivière Saint-François, pour parler de la Journée mondiale des lacs. D'ici là, prenez soin de vous, puis avant la fin de la journée, allez donc